Hi everyone. My name's Lily, the PhD student who's been hosting the event today. But I thought I'd take the opportunity to also introduce some of my research, especially as it follows on so nicely after Lawrence's presentation, and I think really demonstrates the value of multiple research methods when trying to tackle conservation issues. So the title of my project is Using Palaeolimology to Inform Lake Restoration in Madagascar. So yeah, I'm lucky that Lawrence spoke before me because she gave a great introduction to the story of the Madagascar pochard, this very rare duck in Madagascar. And for my project, we were lucky enough to be able to visit and core, take lake sediment cores from all three sites associated with the pochard. So that's Lake Alotra, the biggest lake in Madagascar that Niels mentioned earlier, where the pochard used to be present in much greater numbers. Lake Matsaboramena, which is a small isolated volcanic crater lake in the north where the pochard was rediscovered. And then Lake Sophia, which is nearby, which is the site where the pochard has been reintroduced. So the main thing that these sites have in common is a lack of long-term monitoring data on lake ecology, especially at Lake Matsaboramena and Lake Sophia. So these cores will be analysed for a variety of environmental proxies in order to reconstruct past change over time and fill in some of the gaps from this absence of monitoring. And you already have an idea from our other speakers in the morning session of the many amazing things that can be learned from paleo data. But in case anyone was interested in what we do with our cores after taking them, I thought I'd show these videos of how we extrude and slice up our cores for transport. Although I'm not sure if it's going to play. Oh yeah, there you go. So you can see that the mud is pushed up the tube, and then once it reaches the top, we take off slices that are then placed into individual bags for later analysis. So in the context of informing lake restoration, we have some key research questions. So the first, it seems quite obvious, but have the lakes changed over time? You might expect that with modern human impacts, they've declined, but you don't necessarily know that until you look at their history. You know, it might be that they stayed the same or even improved over time in terms of an ecological state. The next research question is, what pressures have impacted the lakes the most? What are the pressures in the catchment? Has a particular pressure had the most impact? Especially when these are separated by time, it can be quite straightforward to disentangle their effects in the sediment record. And then finally, what does an unimpacted lake look like? What should the lake look like without any pressures from modern humans? If you go far back enough in time, you can see this, and you might use this to determine your restoration goals. Although it's important to acknowledge that not only might this not be possible, but it might not be desirable to limit all impacts, especially as the future of conservation planning is, you know, how do we include humans into conservation? However, knowing what the lakes were like prior to being impacted can help you measure the success of your restoration works. For example, it can confirm whether after restoration intervention, your lake is returning towards a more pristine site, or is it continuing on a trend of decline? So for this talk, I'm going to take Lake Sophia as a case study, which is where Lawrence did her exposure experiments and where the pochard was reintroduced. As she mentioned, there are issues with pesticide, and invasive fish species introductions, and there's also problems with deforestation. But a rough timeline of these different pressures in the area is as followed. So pesticide use in the catchment is thought to have started since the early 2000s, according to a PhD thesis by Amy Lewis from Bangor University, which interviewed local people on their pesticide use in the catchment. For tilapia, again, it's largely going on local knowledge, which indicates that tilapia were not introduced into Lake Sophia until around the 1980s. And then we know that deforestation happened earliest at Lake Sophia, as we have an aerial image that Andy found from the 1960s. So what you're currently seeing is current satellite imagery from Google Maps,
and then I'm going to overlay this satellite image, and you can see that the level of deforestation is largely the same. Interestingly, you can also see this area of water lilies in the northern end of the lake, which is not shown in that satellite imagery. And again, this is confirmed by local knowledge that the extent of water lilies used to be much greater over the lake than it is now. And I also thought it would be useful to include the location of the sediment core, which I'm going to be talking about, which is the Big Ben core, which is indicated by that white dot, because the location of the sediment core is quite important to understanding its record. I'm now going to present you some of the results from our Sophia core. So the y-axis of this graph is showing you core depth at which the sample was taken, and further down the core, the older the sample is. The core's been lead-210 dated, which uses a radioactive lead-210 isotope to determine the age of the sediment. Some of the dates are also shown on this secondary y-axis. So the first 6 columns are the preliminary results from my macrofossil analysis. So this is looking at plant and animal remains in the sediment that are visible to the naked eye, although you still need a microscope in order to see them in any detail and count them. For the majority of the samples, I've sieved 30 centimeters cubed of sediment, and these are the raw counts from that with the main taxa that I found. However, at 50, 60 and 70 centimeters, I've only sieved an initial amount of 10 centimeters cubed. So I've multiplied these counts by 3 for them to be comparable, but that's just to bear in mind when you're interpreting the results. And the rest of the columns show various geochemical data that I've got. So the main thing to note is that there appears to be this marked change around 45 centimeters, which I've highlighted with the red line. This change occurs below our earliest lead-210 date of 1899 at 40 centimeters. So this suggests that a major period of change occurred before the time at which tilapia introduction and the onset of pesticide use occurred. So this change predates both of those impacts. Below 45 centimeters, you can see a high number of, a high number of Cyperus papyrus seeds and charophyte oospores. So Cyperus papyrus is the main emergent species surrounding the marsh that we've also talked about earlier today. You also have peaks, in these 2 different types of charophyte oospores. So you may remember from Lawrence's presentation that these are a type of submerged plant that she used in her exposure experiments. As they grow on lake beds, they require very clear waters in order to get enough light to survive. In either the macrophyte survey of my fieldwork or the extensive macrophyte survey conducted by an external organisation, ACITI at Lake Sophia, charophytes were not found to be present. My findings show that not only are they present in the lake, as I'm still finding fragments of oospore in most recent sediments, it appears that there are at least 2 types of them, and they used to be present in much larger numbers. And the water would have had to be much clearer to support this growth, suggesting a possible decline in water clarity over time. You also see a decline in the number of bryozoan statoblasts. These are the reproductive parts of colony-forming organisms that attach to submerged surfaces. So these are sometimes used as an indicator of the amount of submerged plant in the lake, which would also support this hypothesis. And it's not shown in this graph, but the diversity of invertebrate remains is also higher before this period of change, including the number of orbited mites, Trichoptera or caddisflies, Coleoptera or beetles. But sediment accumulation rate is also much lower in this part of the core, in the bottom part of the core. So this means that each sample represents a longer period of time, and this could be why there are more remains in these samples. But once I get the results from the radiocarbon dating, I'll be able to create an age model that will then, I'll be able to correct for that. It's also worth noting the disappearance of Cyperus papyrus seeds from the record when they're still present in the lake. And this is where it's important to note that the macrofossil record is largely very localized because they're large remains. They tend to fall near where
where the organism is. And so it could be that that's where the location of my sediment core is important, because it indicates that maybe the marsh has retreated in this area. So this period of change indicates that a stage shift has occurred, as briefly mentioned by Simon earlier today about state shifts. In this case, in lakes, a state shift, it's a transition from a clear macrophyte dominated state to a turbid and algal dominated state. One theory is that this has occurred as a result of catchment deforestation, as we know that this happened before the 1960s. But we don't know exactly when it happened. But interestingly, you do see an increase in Nymphaea stellata, so that's the water lily seed, directly after this period of large change, which may seem counterintuitive, but it could be a result of increased nutrient input into the lake from inwash and after land clearance. Another theory is that there could have been a period of drought or shallowing in the lake. So far, I've not found any climate data for the area. So if anyone has any information on climate records of Madagascar, that would be very helpful over the last few hundred years. Above 45 centimeters, we get the increase in appearance of Coelurus larvae, mandibles. So this is the phantom mid remains. And this genus is commonly associated with a trophic shift in lake systems, as they're tolerant of oxygen depleted waters. So again, this sort of fits our hypothesis. If the tilapia were introduced around the 1980s, as indicated by the blue line, this may explain their subsequent decline. It may also explain some of the decline in submerged and floating plants due to increased herbivory on them. And this theory is of course supported by Lawrence's data, where the charophytes or water lilies did not survive well alongside the tilapia. Sometimes the remains of fish can be found during macrofossil analysis, where the scales or bones are left behind. Unfortunately, I have not found any in my material so far. These patterns of change were also mirrored in the geochemical data. So we see a dip in the loss and ignition, which is a proxy for organic matter at 45 centimeters. We also see a decline in the C13 stable isotope data. I've only just got this isotope data back last week, so haven't yet been able to interpret it very well. And I think it will be easier to interpret once I also have the N15 isotope data. But again, if anyone has any insight into this, please let me know. But we see this increase in mercury to around 45 centimeters. And this appears to be a local source rather than atmospheric deposition, which is according to our colleague Han Dong, who did the analysis for us. Gold mining is done in Madagascar, but apparently it's only in recent years that mercury has been used in this process. So that's unlikely to be the source of our mercury. And therefore our best guess is that it's from the local geology or catchment input. And then we've done XRF analysis, which gives a lot of elemental data. Again, I'm only just starting to delve into this, but we see two clear trends. One is increasing mineral input after 45 centimeters, in more recent sediments. The other is, and so that's shown in the titanium, and this is a common indicator of erosion. So it could be that there's increasing erosion in the catchment. This is also shown by other elements, such as aluminium, silica, potassium, zirconium, and rubidium. And rubidium in particular is apparently an indicator of clay-heavy sediments. The other trend includes a spike specifically around the 45 centimeter mark. And this is what's shown by the iron. But this is also shown in the other elements: calcium, manganese, cobalt, strontium, and uranium. So I'm just starting to look at my XRF data, and people often combine data from these different elements to create ratios. I was having a play around with some of them, and it seems that there are some that are showing a period of change around 25 centimeters with this potential time of introduction of tilapia. And diatom analysis, which I'm going to be doing on this call, may also provide further insight into ecological changes as a result of tilapia introduction. So the interpretation of these results will be aided by the contribution of the rest of my analyses. Most importantly, I think, will be the macrocharcoal record. As mentioned by some of our other speakers, it's a good indication of the timing of human arrival or pastoralist arrival to the area. And if this coincides with this marked period of change, it is quite likely that catchment clearance is responsible.
in one of our other sites, Lake Matsuboromena, the mercury record does match closely with the macrocharcoal record. So it'll be interesting to see if that's the case here as well. And something else to potentially help aid the interpretation of our results, we've got sediment trap data. So a sediment trap is where tubes are sort of suspended in the lake column, and they then fill with sediment over time before being emptied each month. So you get this representation of the sediment accumulation per month, and you can see how this changes across the year. And we've done that at Lake Sofia, almost 1 year, which is shown in the picture. You can see even before you've dried it, you can see there's a really stark difference between certain months. But yeah, then all those samples are dried, and then the weight is then plotted, is what's plotted on the graph. So you see these dual peaks very clearly. One coincides with the rainy season in Madagascar, which we might expect due to increased inwash into the lake. However, there's this other peak that occurs during the dry season. So we're not sure why this could be yet, but potentially could it be after burning in the catchment, or maybe increased wind. But either way, we're also hoping that the sediment data will help us with the geochemical analysis from the core. So to conclude, what are the implications of all of this to lake restoration? So if a state shift has occurred, it might take a long time to reverse. So a common model for shallow lake systems is this alternative stable states, which is also known as the marble in the cup, as shown in the diagram. So in the back right corner, you have low nutrients and low turbidity, or a clear state. And here it is very hard to move the marble to the alternative turbid state. But with increasing nutrient load, it becomes increasingly easy for the lake to shift to a turbid state until it reaches a critical threshold where suddenly it's unable to revert back to a clear state, as shown in the front left corner. The hysteresis effect may also make it more difficult to revert to a clear state than it was to change the lake to a turbid state. This may be over simplistic model, and I'd be interested to hear what the others think about it. But I think that in a restoration context, that can sound disheartening, but I think it can also be a good thing. You know, you shouldn't lose hope if it takes a while to see the results of your restoration initiatives. And once it switches back to a clear state, it could be equally hard to reverse. So it could, you know, stay that way for a long time. This data can also be used to inform future monitoring and measures of restoration success. So reforestation of the catchment is already happening. I was chatting with about some of my preliminary results with Mark at the Wildfowl and Wetlands Trust, and you know, if increased erosional input has been largely responsible for a state shift at Sofia, it might be interesting to try and measure the impacts of reforestation on turbidity within the lake. You would expect less sediment impact into the lake beside this area of reforestation, and this could be measured using a sediment trap or a Secchi disc. This data may also indicate the need to manage the tilapia fishery at Lake Sofia, as mentioned by Lawrence. My further analysis of my results may indicate more clearly the effects of introduced tilapia, but I think we can all agree that Lawrence's really clearly shows the presence of tilapia impacting the presence of floating submerged macrophytes, and it seems unlikely that they'll recover under current conditions. I've read some research that tilapia are omnivores, but their food preference changes dependent on their age. So it could be that the fishery has managed to favour an age class that doesn't feed on macrophytes, or you could create exclusion zones for the tilapia, but this is quite resource intensive. It's also important to note that it would be not feasible to remove them from the lake, as many rely on tilapia as a source of nutrition and income, so that's not desirable either. But yeah, it's also worth mentioning that fish catch data is being monitored at the lake, which could also help inform fishery management. And a no fish zone is already in place, which has improved the size of individual fishes within a catch. Sorry. But hopefully you can agree that these results are already showing value for a better understanding of conservation at Lake Sofia, and I can't wait to get more of a picture of what's going on at Lake Matsuboromena and Alotra too. So thank you for listening, and any questions? So yeah, hi everyone. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lily
Je suis une étudiante en doctorat, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je prends cette occasion pour présenter ma recherche qui est très logique après la présentation de Laurence, pour montrer la valeur de diverses méthodes de recherche pour ce qui est de la conservation. Le titre de ma présentation est « Usage de la paléolimnologie pour orienter la restauration des lacs à Madagascar ». Laurence a vraiment bien présenté l'histoire du pochard de Madagascar, donc j'ai eu la chance en fait de visiter ces régions-là et de prendre des carottes sédimentaires sur l'endroit où vivent les pochards, donc là où le pochard était présent de façon plus prononcée. Donc, il y a aussi un lac à cratère qui est présent à Madagascar et aussi dont on effectue une recherche, et aussi le lac Sophie. En fait, il y a peu de données par rapport à l'écologie, donc on a utiliser cela pour des proxentales, pour analyser le changement sur le temps et remplir les lacunes qui étaient nécessaires. Donc, vous avez déjà une idée de la part des orateurs qui étaient là ce matin. On a pu beaucoup apprendre par rapport aux données paléolimnologiques. Et je voulais quand même vous montrer ces vidéos sur la façon dont on extrait ces boues, ces sédiments. En fait, la boue est poussée vers le haut du tube, et une fois qu'elle arrive vers le haut, donc on tranche les sédiments qu'on analysera plus tard. Donc, dans le contexte des crustacés du lac, on a des questions clés pour la recherche. Les premières, c'est est-ce que les lacs ont changé avec le temps? Bon, ça semble évident, mais on pense quelquefois que les espèces ont diminué, mais on ne sait pas exactement quelle est leur histoire. Peut-être qu'elles se sont améliorées avec le temps. Pour ce qui est de l'écologie. Ensuite, nos questions de recherche étaient quelles pressions ont impacté un impact le plus important sur le lac? Quelles sont les pratiques sur les bassins versants? Quelles pratiques ont eu l'impact le plus important? Quelquefois, c'est plus facile que d'autres d'analyser la situation. Et finalement, notre question, c'est à quoi ressemble la partie du lac qui n'a pas été impactée? Si on revient dans le temps, suffisamment loin dans le temps, on peut illustrer cela, bien qu'il soit important de reconnaître que ce ne soit pas possible et pas désirable pour tous les impacts en question, surtout que la conservation à l'avenir devra inclure les êtres humains dans la conservation, donc il y a divers aspects qui doivent être étudiés. On sait à quoi ressemblaient les lacs avant qu'ils étaient impactés, donc ceci peut nous aider dans le cadre de notre recherche. Il peut montrer qu'après les interventions, on a on revient à l'état originel, souvent, c'est ce qu'on espère en tout cas. Donc, je vais prendre le lac Sophia dans le cadre de nos études pour les expériences. Comme ma collègue a mentionné, l'usage de pesticides sur les espèces envahissantes a montré qu'il y a eu certains problèmes. Il y a aussi des problèmes de déforestation. Les pesticides qui ont été usés dans les bassins versants depuis l'année 2000, d'après la recherche de l'Université de Bangor, ceci a été démontré. Donc, pour ce qui concerne le tilapia, on se base sur les connaissances locales. Les tilapias n'ont pas été introduits dans le lac jusqu'aux années 1980, et la déforestation sur le lac Sophie a eu lieu avant les années 60. On a donc des images de satellites, de Google Maps,
Je vais donc les transposer sur l'image qui est là et vous voyez en fait que le niveau de déforestation est à peu près le même. De façon intéressante, vous voyez aussi le fait que il y a aussi les nénuphars qui étaient présents sur le côté nord du lac, qui n'étaient pas sur l'image précédente que je vous ai montrée, qui est en dessous de celle-ci. Et la présence de nénuphars est donc plus importante, beaucoup plus importante sur le lac, du côté nord, donc comme on a dit. C'est important aussi de voir sur quelle zone les sédiments sont situés, les carottes sédimentaires. Comprendre exactement ce qui s'est passé sur le lac. Je vais vous présenter des données par rapport aux carottes sédimentaires sur le lac Sophia. Donc, vous voyez ici la profondeur à gauche. Et les carottes sédimentaires ont été analysées par des élotopes radioactifs et vous les voyez aussi sur le côté droit. Les premières 6 colonnes sont les résultats préliminaires. Ceci analyse ce qui reste des plantes et des sédiments qui sont visibles à l'œil nu, bien qu'on ait quelquefois besoin d'un microscope pour les voir plus en détail. Pour la majorité des échantillons, donc il y a eu des analyses approximatives qui ont été effectuées, mais à 50, 60 et 70 cm, on a vu quelque chose qui était un peu différent. Donc, j'ai multiplié les données par 3 pour qu'elles soient comparables pour pouvoir interpréter les résultats. Ensuite, on a les données géophysiques, géochimiques et il y a un changement marqué qui a eu lieu autour de 45 cm que j'ai marqué par la ligne rouge. Ces changements ont lieu. Donc, ceci indique qu'il y a des changements majeurs qui se sont produits quand on a introduit la tilapia. Ces changements prédatent ces deux impacts. Donc, en dessous de 45 cm, il y a un nombre plus important de Cyprus papyri. En fait, ceux-ci sont les espèces émergentes dans les marécages dont on a parlé aujourd'hui. Il y a aussi, d'après la présentation de Laurence, vous avez vu que c'est des plantes qui sont submergées et qui ont fait l'objet de nos études. Et on a vu donc ce qui était nécessaire pour survivre ou pas. Il y a aussi des études sur les macrophytes qui ont été effectuées par d'autres organisations. Les charophytes n'étaient pas présents en fait. Et d'après mon étude personnelle, donc j'ai vu qu'elles étaient présentes dans le lac. Et il y a 2 espèces différentes de ceux-ci. Et elles sont présentes en nombre beaucoup plus important. L'eau devait être beaucoup plus claire pour pouvoir soutenir cette croissance. Et ceci montre aussi que la clarté de l'eau a décliné avec le temps. Et il y a aussi des cytoblastes marazones qui étaient présentes. Quelquefois, celles-ci ont indiqué le nombre d'espèces, la diversité des espèces qui étaient présentes. Elles ne sont pas montrées dans ce graphe, mais la diversité a évalué pour cette espèce avec le temps. Les trichoptères, les mouches calices aussi ont évolué. Sur la partie inférieure des carottes sédimentaires, certaines espèces ne sont pas présentes et elles ont évolué avec le temps. Donc, une fois que j'aurai les résultats des dates radiocarboniques, je vous les indiquerai. Il faut aussi noter la disparition des graines Papyrus cirripirus avec le temps, et elles tombent en général là où sont les organismes.
Et c'est donc possible que le lieu de mes sédiments soit important parce que ceci indique que les marées se sont rétractées sur cette zone. Cette période de changement montre que en fait l'état des choses a changé. Dans notre cas, il y a eu un changement d'état, donc une théorie est que certaines espèces ont disparu à cause de la déforestation qui s'est produite avant les années 60, comme on sait, mais on ne sait pas exactement quand elle s'est produite. Et il y a eu une augmentation des nénuphars après cette période de changements importants. Ceci signifie qu'il y a eu par exemple des nutriments qui sont entrés dans le lac à cause de diverses activités. Jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de données précises par rapport au changement climatique. Donc, si quelqu'un a des données par rapport à cela sur les quelques centaines d'années, donc ce serait très utile de les avoir. Si vous voulez me faire parvenir, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi les larves carobus qui étaient présentes. Ceci montre un changement par rapport par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ce ne sont que des hypothèses, bien sûr, mais il y a eu quelquefois un déclin qui a eu lieu, aussi au niveau des plantes submergées. Et ceci est soutenu aussi par les données que Laurence a présentées par rapport aux nénuphars, indiquant qu'ils ne survivent pas avec les télapiens. Donc, malheureusement, je n'ai pas de données par rapport à cette autre espèce. Donc, ceci a aussi eu un impact sur les données donc, il y a eu un déclin du carbone 13 qui a affecté les choses et je n'ai pas pu vraiment interpréter les données par rapport au changement par rapport au mercure. On pourra mieux le faire une fois qu'on aura le résultat des isotopes de carbone 15. Aussi, on a vu qu'il y avait une source locale par rapport à la présence de titanium. Par rapport à notre collègue qui a fait l'analyse pour nous, l'exploitation minière qui est endémique à Madagascar, ou certainement, non, pardon, elle n'est pas très présente, donc elle n'est pas à l'origine de cette source de mercure. Et ensuite, par rapport à la géologie locale, on a eu une analyse du fer qui nous a donné des informations très importantes. J'ai commencé à faire des recherches par rapport à cela, mais il y a deux tendances principales. Une est ce qui est présent après les 45 cm sur des sédiments plus récents, et l'autre est en fait par rapport au titanium, qui est un indicateur commun de l'érosion. Il semble une érosion plus importante sur cette zone, et aussi le potassium, le silice, le zirconium, le rubédium, donc il y a des bouts qui sont présentes là aussi. Et les autres données sont manifestées par le fer, donc les courbes sont beaucoup plus marquées. Le manganèse, le cobalt, le strontium, l'uranium sont aussi présents. Souvent, certaines personnes combinent ces divers éléments pour avoir des ratios, mais il y a un changement sur les 25 cm, donc ceci montre qu'il est avec le changement de l'introduction du tilapia, ce qui nous donne d'autres aperçus sur les changements écologiques à la suite de l'introduction du tilapia. L'interprétation de ces résultats par rapport au reste de mes analyses montre que par rapport aux données du macrocarbone, montre qu'il y a eu des pâturages qui ont été exploités par les êtres humains, et ceci marque une période de changement qui a réagi par rapport à cela. Et sur les autres sites, le Maxérobéna,
donc correspond aux données du macrocarbone. Donc, il y a quelque chose qui pourrait nous aider à interpréter nos résultats. On a des sédiments, là, le tableau des sédiments qui, par rapport à la suspension, et ensuite ceci est vidé tous les mois par rapport à nos recherches. Donc, vous voyez des analyses par mois ici sur le graphe. On a fait cela sur le lac Sofia pendant presque un an. Et sur l'image, vous voyez qu'il y a des différences très marquées selon les saisons, les mois. Selon si c'était dans la saison sèche ou pas. Donc, la saison sèche est de mai à octobre. Et pendant la saison pluvieuse, il y a des sédiments plus importants dans le lac et par rapport à bon, quelquefois il y a du brûlage qui a eu lieu, quelquefois du vent et qui influe ces données donc par rapport aux carottes sédimentaires qu'on a pas prises. Pour conclure, quelles sont les implications pour la restauration du lac? Donc, il y a un changement d'état qui a eu lieu. Donc, s'il a eu lieu pendant une période prolongée, ça sera plus difficile à corriger. Donc, du côté droit en bas à droite, vous avez la concentration de nutriments qui a diminué, mais quand il y a davantage de nutriments, c'est plus facile pour que le lac revienne à son état d'origine, comme c'est montré à gauche. C'est quelquefois difficile de retourner à l'état précédent à cause du fait que il y a divers facteurs qui entrent en jeu. J'aimerais bien entendre de votre part quelles sont vos interprétations, vos points de vue. Mais dans le cas de la restauration, il ne faut pas perdre espoir. Quelquefois, certains résultats sont positifs et une fois que l'eau est plus limpide, on espère que ceci va se produire pendant longtemps. Ces données peuvent être utilisées pour éclairer la future surveillance du lac. Et la reforestation est présente en ce moment. Donc, je parlais à quelqu'un par rapport à ces résultats. Et on espère que les choses s'amélioreront à l'avenir. On aimerait, donc grâce à la forestation, donc, on espère que les sédiments seront moins importants dans ces zones où la reforestation est présente. Et ceci, on pourrait utiliser le DISECI pour analyser les choses, ainsi que les carottes sédimentaires. Comme Laurence l'a indiqué, mes analyses montrent l'effet de l'introduction des tilapias, mais les recherches de Laurence ont montré que la présence de tilapia affecte les microphytes flottants qui sont présents dans le lac, et ainsi que ce qui est présent sous l'eau. Par rapport au changement de la chaîne alimentaire des aliments, donc quelquefois les pêcheries ont pu traiter d'espèces qui se nourrissent de microphytes, ou quelquefois elles ont peut-être exclu certaines espèces, donc il est utile de savoir qu'on ne pourra pas extraire les tilapias du lac parce qu'elles seront une source de revenus et de nourriture, donc là ce n'est pas possible à l'avenir. Comme on l'a dit, ceci est surveillé au niveau du lac et certaines pêcheries sont déjà en place sur le lac. Donc, ceci va, on espère, nous aider dans notre travail. Donc, j'espère pouvoir présenter la situation au niveau du lac Sofia. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis prête à prendre des questions s'il y en a.